Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe. C'est ce que, selon les rumeurs, Cléopâtre aurait dit un jour. La rumeur veut qu'il ne s'agissait pas vraiment du genre, elle ne voulait qu'aucune âme vivante ne la dérange. Et je pense qu'elle voulait dire qu'aucun humain ne découvrirait jamais l'emplacement de sa sépulture. Mais étonnamment, c'est bel et bien une femme qui a été plus près que quiconque auparavant de finalement découvrir le lieu de repos de la reine. Faites la connaissance de Kathleen Martinez-Brie, une avocate pénaliste devenue archéologue. L'histoire de Cléopâtre l'a tellement intriguée qu'elle a fait ses valises et est partie en Égypte. Sans aucun soutien officiel et même sans l'autorisation des autorités. Tout ce qu'elle avait, c'était une pure détermination à trouver la tombe de la reine. On pourrait dire que Kathleen a toujours eu une longueur d'avance. Elle a sauté des classes à l'école, excellé au piano, aux échecs, à la natation et aux arts martiaux, et a grandi en écoutant les plus grands intellectuels débattre chez elle. Elle a même obtenu son diplôme en droit à seulement 19 ans, et l'archéologie était sa passion secondaire. Elle n'était jamais allée en Égypte, n'avait jamais déterré un seul artefact, mais sa fascination pour Cléopâtre remontait à une dispute avec son père en 1990. Ce jour-là, elle est entrée dans sa bibliothèque à la recherche d'un exemplaire d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Son père, Fausto Martinez, professeur et expert juridique, a nonchalamment qualifié Cléopâtre de séductrice. Kathleen n'a pas accepté. Elle a rétorqué que l'histoire avait été totalement injuste envers Cléopâtre. Les Romains, a-t-elle dit, voulaient détruire sa réputation, et pendant des siècles, les gens avaient simplement cru leur version de l'histoire. Le débat a duré des heures, et à la fin, son père a admis qu'il avait peut-être jugé Cléopâtre trop durement. Cette conversation a tout changé pour Kathleen. À partir de ce jour, elle a lu tous les textes anciens qu'elle pouvait trouver, en particulier le récit de Plutarque sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Plus elle en apprenait, plus elle était convaincue que Cléopâtre n'était pas qu'une reine tombée amoureuse du mauvais homme. C'était un génie qui jouait un jeu politique dangereux pour maintenir l'Égypte indépendante. Et plus elle lisait, plus elle commençait à se demander si tout le monde n'avait pas cherché la tombe de Cléopâtre au mauvais endroit. Cette pensée l'a accompagnée lorsqu'elle s'occupait de son deuxième enfant. Elle a obtenu une maîtrise en archéologie, quelle multitâche. Cela a ravivé une obsession qui allait prendre le dessus sur sa vie, découvrir la vérité sur Cléopâtre. Bien que la plupart des experts pensent que la tombe de Cléopâtre, ainsi que le lieu de repos final de 13 autres souverains ptolémaïques, se trouve quelque part sous Alexandrie moderne, le docteur Martinez a une idée différente. Elle croit que Cléopâtre a été enterrée à Taposiri Mania, un ancien temple dédié à Osiris, la divinité égyptienne de l'au-delà. Mais elle avait encore besoin d'une plaque de fondation antique. Ces plaques, de la taille d'un smartphone, étaient placées sous les structures importantes des temples et contenaient souvent des inscriptions expliquant quand et pourquoi le temple avait été construit. Si elle pouvait trouver une plaque qui confirmait que le temple était dédié à Isis, la déesse protectrice de Cléopâtre, elle aurait une preuve solide que c'était le bon endroit pour chercher. Rien ne pouvait dissuader Martinez. Elle a fouillé tout le site du temple, creusant plus profondément que quiconque auparavant. Son équipe a trouvé des pièces de monnaie, avec le nom et le visage de Cléopâtre estampillés dessus. Cela signifiait que Cléopâtre avait un lien direct avec ce site. Puis ils ont découvert quelque chose d'encore plus intéressant, un tunnel utilisé pour apporter de l'eau aux gens, menant directement du temple à la mer Méditerranée. Donc, si des parties du temple s'étaient déjà enfoncées dans l'eau, la tombe de Cléopâtre pourrait-elle être là aussi? Martinez avait besoin de preuves pour convaincre les autorités égyptiennes de la laisser chercher sous l'eau, et contre toute attente, elle a trouvé la plaque de fondation manquante. Dessus, le pharaon offrait une grande région. De Nubie à la déesse Isis. C'était ça, la confirmation dont elle avait besoin. Le temple était bel et bien dédié à Isis, prouvant que sa théorie n'était pas qu'une spéculation. Si un temple était sur Terre, Martinez soupçonnait que le deuxième temple, peut-être la tombe de Cléopâtre, s'était effondré dans la mer. Elle avait besoin de l'aide d'experts en archéologie sous-marine. Elle a donc contacté Robert Bowart, celui qui a découvert le Titanic. Avec le soutien des autorités égyptiennes, elle et son équipe ont commencé à explorer les eaux au large d'Alexandrie, et ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Sous l'eau, ils ont découvert d'énormes structures en pierre, certaines mesurant de 1,8 à 3 mètres de haut, juste là où se trouvait le littoral il y a des milliers d'années. Ils ont également trouvé des blocs de basalte, le même matériau utilisé dans les statues du premier temple. Cela signifiait une chose, ce n'étaient pas que des roches au hasard, c'étaient les vestiges d'une ville perdue, enfouie sous la mer pendant des siècles.
Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre de voir si Martinez et son équipe pourront percer l'un des plus grands mystères du passé laissé par la femme exceptionnelle. Qu'était Cléopâtre? Voici un peu de contexte. Après la mort de son père, Ptolémée XII, le trône d'Égypte revint à Ptolémée XIII et à Cléopâtre, du moins en apparence. Cléopâtre, qui n'avait que 18 ans à l'époque, aurait épousé son frère de 10 ans. Oui, la royauté antique avait des coutumes différentes. Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide de cela, l'amour fraternel n'a pas duré longtemps. Le jeune Ptolémée a décidé qu'il voulait tout le pouvoir pour lui et a essayé d'évincer Cléopâtre. Forcée de fuir le pays, elle ne s'est pas contentée de s'apitoyer sur son sort. Elle a levé une armée, prête à revenir en marche et à reprendre ce qui lui appartenait. C'est ainsi qu'à 21 ans, elle se trouvait déjà dans le désert du Sinaï, à la tête d'une armée, planifiant son retour sur le trône. À cette époque, Cléopâtre avait déjà conclu une puissante alliance politique, et pas seulement politique, avec Jules César. En juin 1947 avant Jésus-Christ, elle a donné naissance à un fils, Ptolémée César, mieux connu sous le nom de Césarion, que beaucoup croient être l'enfant de César. Mais cela ne l'a pas empêché de suivre les règles royales égyptiennes, et son mari numéro 2. Son autre frère, Ptolémée XIV. Oui, malgré sa liaison continue avec César, Cléopâtre a épousé un autre frère, car dans son monde, garder le trône dans la famille était la règle du jeu. Mariage mis à part, le lien de Cléopâtre avec César est resté fort. Elle s'est même rendue à Rome avec Ptolémée XIV pour une visite d'État. Mais au lieu de jouer le rôle d'une belle reine, elle est restée dans la villa privée de César au bord du Tibre. Mais après la mort de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, aux Ides de Mars, la position politique de Cléopâtre est devenue fragile. Pour aggraver les choses, son frère Marie, Ptolémée XIV, est décédé peu de temps après, et certains soupçonnent Cléopâtre d'y avoir contribué, la laissant seule souveraine d'Égypte. Pendant ce temps, à Rome, Marc-Antoine montait en puissance en tant que successeur présumé de César. Voulant évaluer la reine d'Égypte, il convoqua Cléopâtre, et elle ne déçut pas. Arrivant en ville sur une barge somptueuse, vêtue comme une déesse, Cléopâtre fit une entrée remarquée. Antoine fut instantanément hypnotisé, à tel point qu'il laissa sa troisième femme à Rome et suivit Cléopâtre à Alexandrie, où leur relation se transforma en une véritable affaire royale. Ils eurent 3 enfants ensemble. Ensemble, ils firent la guerre au fils adoptif de César, Octave, dans une bataille pour le contrôle de l'Empire romain. La dernière fois que la reine fut vue, elle était dans son mausolée, vêtue de toute sa splendeur royale, un diadème sur la tête, allongé sur ce que Plutarque appelait un canapé d'or. Lorsqu'Antoine et Cléopâtre perdirent à Actium, les forces d'Octave marchèrent sur Alexandrie. Cléopâtre savait apparemment que la fin était proche. Elle s'enferma donc dans son mausolée, entourée d'or, d'argent, de perles et d'œuvres d'art inestimables. C'étaient les trésors qu'elle menaçait de brûler plutôt que de laisser les Romains s'en emparer. Antoine, quant à lui, n'allait pas se laisser capturer vivant par les Romains. Il se blessa avec sa propre épée, mais avant de mourir, il fut transporté auprès de Cléopâtre. Elle le tint dans ses bras alors qu'il rendait son dernier souffle. Un peu plus d'une semaine plus tard, Cléopâtre fit son propre choix. Plutôt que d'affronter l'humiliation en tant que prisonnière d'Octave, elle mit fin à sa vie. La légende dit que ce fut la morsure d'un aspic mortel, bien que l'histoire ne soit pas tout à fait claire à ce sujet. À l'époque, Cléopâtre n'avait que 39 ans. Cela me semble être une vie plutôt bien remplie. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez satisfait votre curiosité, alors donnez un like à la vidéo et partagez-la avec vos amis. Ou si vous en voulez plus, cliquez simplement sur ces vidéos et restez brillant.